C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Rien ne doit vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ils sont les seules sources de motivation pour s'accrocher à cette vie. Vous avez fait le bon choix en vous informant sur la Radio Clédou. À la une de l'actualité, grosse panique hier soir aux halles de Bamako, en commune 6 du district de Bamako. Des bandits armés ont attaqué un bureau d'échange. Un mort et une importante somme d'argent emportés sont le bilan du forfait. L'insécurité bat de l'aile toujours à Gao. 3 morts ont été enregistrés hier à Tarkit quand le véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine. Et puis, première apparition de la religieuse colombienne depuis son enlèvement le 7 février 2017. Dans une vidéo, elle lance un appel au pape François pour sa libération. Et actualité hors de chez nous, il y a un an que disparaissait l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi. Un an après, la dépouille de Tshisekedi n'est toujours pas enterrée. Voilà pour le sommaire, installez-vous confortablement, c'est parti pour le détail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Des hommes armés ont attaqué hier un bureau d'échange qui fait face au marché hall de Bamako, en commune 6 du district de Bamako. L'attaque a occasionné un mort et une importante somme d'argent emportée. Selon des témoins, les braqueurs ont d'abord procédé à des tirs de sommation avec des kalachnikovs avant de rentrer dans le bureau d'échange pour prendre de l'argent. En sortant aussi, ils ont repris les mêmes tirs pour dégager la route. Les populations fuyaient dans tous les sens avant que les bandits ne disparaissent dans la nature. Au moment des faits, les commissariats du 7e et 10e arrondissement ont été mobilisés. Insécurité toujours au nord du Mali, 3 morts et 6 blessés. C'est le bilan d'une attaque à Tarkit dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine à 10 km de Tarkit hier mercredi aux environs de 9h. Et puis Baba Ould Cheikh, le maire de Tarkit dans la région de Gao, l'homme à la réputation sulfureuse, a été enlevé par des hommes armés chez lui. Ses parents expliquent qu'il était dans un campement lorsque 6 hommes armés ont débarqué et sont répartis avec lui. Il n'y a pas eu de tentative de résistance. Dans la foulée, à partir d'aujourd'hui, un recensement de tous les véhicules en circulation dans la ville de Gao sera organisé. Cette mesure fait suite à la recrudescence des actes de banditisme favorisant l'insécurité dans la ville. Pour ce faire, des messages de sensibilisation ont été relayés sur les ondes des radios locales. Autre actualité, le groupe terroriste dirigé par Yad Agali vient de publier une vidéo intitulée « Appel de la religieuse colombienne à Pape François ». Dans la vidéo, on voit l'otage colombienne Gloria Cecilia Navarez appelant le Pape François de faire tout pour la libérer. La vidéo est en arabe avec une traduction en français et en anglais. La religieuse est en captivité depuis près d'un an parce qu'elle a été enlevée le 7 février 2017, on se rappelle, par le groupe Diadagali à Karangasso dans la région de Sikasso au Mali par des hommes armés à moto. Ce journal se poursuit. Dans le cadre de ces rencontres périodiques, les responsables de la société minière Randgold étaient face à la presse le lundi pour communiquer sur les opérations de la société, notamment les objectifs, les opportunités et les actions. Le directeur régional Afrique de l'Ouest a déclaré que les opérations de la société a contribué à 2,879 milliards de francs CFA à l'économie malienne sous forme d'impôts, de redevances, de salaires et paiements aux fournisseurs locaux au cours des 21 dernières années. Écoutons Mahamadou Samake, directeur régional Afrique de l'Ouest de Randgold. Parce que nous avons des opérations ici qui emploient quelque chose comme à peu près 5000 employés. Bon an, mal an, nous arrivons à atteindre nos prévisions de production pour le bonheur des États dans lesquels nous travaillons et aussi des actionnaires de Randgold qui investissent dans la société. Bon, on ne peut pas mener d'activité sans difficulté. Tout à l'heure, on a longuement parlé de leur paillage. Donc ça, ce sont un peu des concurrents à nous, mais des concurrents illégaux et qui s'attaquent de plus en plus à des ressources minières que la société a contribué à mettre à jour. Et c'est des gens
une activité qu'il faut arriver à contrôler, à canaliser, afin aussi que l'État puisse tirer son compte de l'activité d'orpaillage. Tout à l'heure, je pense dans le slide, on a montré un peu la contribution à l'économie. Vous savez, ce qui est intéressant dans l'activité minière et qu'il faut comprendre, l'activité minière en elle-même, si vous prenez juste ce que Randgold fait, vous aurez du mal à apprécier l'impact. L'activité minière est une activité qu'on met en place, mais autour de laquelle il y a beaucoup d'autres activités qui peuvent venir se greffer. Vous savez, l'activité minière, on vous dit, on consomme. À l'instant, Mamadou Samaké, directeur régional Afrique de l'Ouest de Randgold, qui s'exprimait au micro de Kassim Traoré. Encore des chiffres dans ce journal. Le rapport annuel 2017 d'Oxfam parle de l'inégalité des richesses. Le nombre de milliardaires a connu l'année dernière sa plus forte hausse dans l'histoire, avec un nouveau milliardaire tous les jours. Leurs richesses ont augmenté de 762 milliards de dollars en 12 mois. Pour mettre un terme à la crise des inégalités, il est indispensable de construire l'économie autour des citoyens nés ordinaires et non des riches et des puissants. Yaya Touré, chargé de plaidoyer, évoque les inégalités au Mali. Comme inégalité, on a constaté que 82% des richesses générées en 2017 ont profité seulement à 1% des plus riches du monde. Et les 50% de la planète n'ont rien bénéficié sont dans la galère, en tout cas au niveau de cette répartition. D'où vraiment les vraies inégalités à travers le monde. Le cas spécifique du Mali, nous, on a fait une étude sur le Mali, mais qui n'a pas été signée pour le moment par notre direction. Et on doit renouveler, ça se fait depuis 2014-2015. Après cette étude, tout de suite, à partir de la semaine prochaine, on est en train de préparer des termes de référence pour mettre à jour le rapport qu'on a préparé sur le Mali. De façon officielle, Oxfam ne veut pas dire qu'il a des données officielles sur le Mali par rapport à ça. Parce que notre rapport n'est pas encore... On doit mettre à jour. Des pistes de solutions. Il s'agit de bien répartir les revenus. Parce que Oxfam a constaté que ceux qui produisent les richesses sont les plus bas marginalisés. Ça, c'est dû à la répartition, au traitement salarial surtout. Tant que les salaires restent vraiment marginalisés, tant que les ouvriers qui produisent les gros des efforts n'ont pas assez de revenus à la fin du mois, les inégalités, il est impossible de combattre ces inégalités. C'est ce qu'il faut changer. Voilà, Yaya Touré qui donnait des précisions sur les inégalités au Mali. Toujours dans les finances, l'état des statistiques de l'emploi au Mali, c'est le thème du 3e exposé débat de l'Association malienne de la statistique. Il s'est tenu hier à l'Institut national de la statistique INSTAT, une organisation qui a pour objectif de promouvoir et d'améliorer les statistiques, suivant les explications de Bakary Sako, président de l'Association malienne de la statistique. Dans le cadre de notre mission, nous faisons en sorte que nous faisons des exposés débats, nous faisons des publications. Ces exposés débats, on les veut mensuels. Chaque mois, on fait des exposés débats, on fait un exposé débat sur des thèmes bien précis, sur des thèmes d'actualité. Notre premier exposé débat, c'était en novembre, ça portait sur l'enquête agricole. Vous savez que chaque année, la production agricole est connue à travers une enquête qu'on appelle enquête agricole annuelle. Mais cette année, avec l'insécurité, vous savez que pratiquement toute la région de Mopti, et donc nos enquêteurs ne peuvent pas partir. Donc du fait que les enquêteurs ne peuvent pas partir dans ces zones, donc on ne peut pas faire d'enquête. Alors maintenant, les chiffres qui vont sortir de cette enquête, quelle fiabilité on doit leur donner? Parce que nous, on est comme la société civile au niveau de la statistique. Donc le premier exposé débat, c'était sur l'enquête agricole dans un contexte d'insécurité. Le deuxième exposé qu'on a eu à faire, donc je disais novembre, le deuxième exposé qu'on a fait en décembre, ça portait sur la cartographie du recensement de la population. Vous savez aussi ce que représente le recensement de la population, parce que tout est basé sur ça. Si on ne connaît pas les chiffres de population, vous le savez, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Alors donc, on projette de faire un recensement agricole en 2019. Et pour le faire, il faut faire une cartographie. C'est une opération préliminaire qui permet donc de préparer la grosse opération. Et là, on a invité l'INSTAT et de nous présenter comment est-ce qu'il compte faire cette cartographie. Nous rassurer qu'il y a une bonne cartographie qui va se faire pour qu'on s'attende à un bon recensement. Ça, c'était le deuxième exposé débat. Le troisième, on a choisi l'emploi. Alors, vous le savez, l'emploi, c'est vraiment un sujet d'actualité. L'emploi, et pratiquement tous les politiques ne parlent que d'emploi.
Interrogé par Étienne Niaré, s'exprimait à l'instant Bakary Sako, le président de l'association malienne de la statistique. Actualité en brève, Amadou Koïta devient le porte-parole du gouvernement. Son département change de dénomination pour devenir ministère de la jeunesse, de la construction citoyenne et porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le ministre Abdul Karim Konaté dit en paix n'est plus le porte-parole du gouvernement. Actualité hors de chez nous à présent, au Sénégal, la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation se tient demain vendredi à Dakar. De nombreux chefs d'État de la sous-région sont attendus. Les présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall vont présider ce sommet qui vise à soutenir les pays en développement. L'objectif affiché, lever plus de 3 milliards de dollars. Des problèmes de financement de l'éducation qui sont concrets au Sénégal malgré les efforts de l'État. En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante fait toujours débat. Hier mercredi, des partis d'opposition ont rencontré la société civile afin d'entendre ses propositions pour une commission électorale plus indépendante. Le point d'achoppement est la composition de cette commission dont la présence de certains membres reste très critiquée alors que les élections locales et sénatoriales doivent se tenir cette année. En République démocratique du Congo, c'était la clôture hier de l'opération d'enregistrement des électeurs. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est félicité pour la fin de cette première étape vers les élections attendues le 23 décembre 2018. Près de 50 millions d'électeurs ont été enrôlés à la date du 29 janvier 2018. Je vous l'annonçais dans les titres, un an après son décès, la dépouille de Tshisekedi n'est toujours pas enterrée au Congo. Voici un an, ce 1er février, que l'opposant congolais Etienne Tshisekedi est mort. Un décès qui est survenu à Bruxelles. Faute d'accord entre l'UDPS et le gouvernement à Kinshasa, le corps de Tshisekedi est toujours dans un funérarium à Bruxelles. Pour le camp Tshisekedi à Bruxelles, la priorité numéro 1 est le rapatriement en RDC du corps de l'ancien Premier ministre. C'est là qu'il doit être enterré dans la concession familiale à Nzélé, dans la banlieue de Kinshasa. Et le temps est compté. La famille a déjà déboursé quelques 16 000 € pour le maintien du corps dans un funérarium dans la capitale belge. Et pour terminer, le président français Emmanuel Macron effectue une visite en forme de soutien à la démocratie tunisienne, alors que 7 ans après la révolution de Jasmine, la Tunisie reste tiraillée par des tensions sociales susceptibles de faire dérailler une transition démocratique considérée comme un modèle. Un mot sur le transport. La compagnie aérienne Corsair a débuté ses activités au Mali. Le premier vol de cette compagnie française a été effectué le mardi entre Paris et Bamako et a atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Sénou mardi dans la soirée. Après Dakar et Abidjan, Corsair explore la destination Bamako. Écoutons la satisfaction d'Antoine Houillette, le directeur général commercial de la compagnie Corsair. Notre objectif est vraiment, et c'est notre ADN de Corsair, d'offrir le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire une bonne qualité à bord des avions, mais à un prix raisonnable. Parce que nous pensons que sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et la sous-région, il y a un vrai besoin d'avoir une offre de ce type, compétitive, performante, qui permet aux Maliens de se déplacer en France de façon, je dirais, assez simple et facile, et qui permettra à tous les Maliens de la diaspora aussi de revenir à Bamako et au pays de manière simple et facile. Voilà, à l'instant, Antoine Houillette, le directeur général commercial de la compagnie Corsair. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi comme promu et prévu par le Desk Sport. Nous sommes à 13h15. C'est la fin donc de ce journal. Moussa Papaïdara a pris un grand plaisir à vous le présenter. Fatou Fall a assuré la mise en onde. Et voici la pensée du jour. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. À méditer, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.